plus ou moins tous les cours de microéconomie avec moins d'insistance sur le dernier, étant donné qu'on n'a pas complètement fini en classe et que le prof va encore répondre à des questions. Du coup, je vais plutôt me concentrer sur les 9 premiers chapitres, mais j'ai quand même essayé de résumer le dernier comme je pouvais. Et du coup, à la fin, comme je l'ai dit, à la fin de la session, vous pourrez poser des questions sur les exercices LMS. Je vais essayer de répondre au maximum à ce que je peux. Et si vous avez une question sur la théorie pendant que je suis en train de parler sur la slide, qui est vraiment genre à propos de cette slide-là, vous pouvez lever la main et j'essaierai de répondre à ce moment-là ou envoyer un truc dans le chat. J'essaierai d'avoir ça aussi. Voilà. Donc, tout simplement, on va commencer par l'offre et la demande. Donc ça, juste pour résumer très très vite fait, on écrit P égale P en fonction de Q pour dessiner un graphe avec X ici, la fonction à la pente de la fonction, et Y leur donner l'origine. Et on écrit Q en fonction de P quand on additionne les offres et les demandes ou quand on ajoute les taxes ou les subventions, comme on fera après. Ensuite, donc l'offre et la demande, on a différents types de chocs. Donc on a le choc endogène, on se déplace le long de l'offre et c'est dû en général à un changement de prix. Donc ça, on va pas du tout déplacer l'offre, on va se déplacer sur l'offre. Et le choc exogène qui lui du coup est lié à quelque chose d'externe qui n'est pas lié à un changement direct du prix. Là, on va déplacer la courbe d'offre ou de demande vers le haut ou vers le bas. Donc là, vous avez un petit tableau récapitulatif de si la courbe d'offre ou si la courbe de demande se déplace vers le haut, vers le bas, qu'est-ce que ça fait pour le prix et qu'est-ce que ça fait pour la quantité échangée. Je vous laisserai voir ça plus en détail. Vous aurez le PowerPoint à la fin de la session. Vous pourrez re-regarder et je ne vais pas rester 30 minutes dessus non plus. Donc voilà, ça c'est le principal. Et je vous mets aussi les graphes. Donc voilà, par exemple, tout à gauche en bas, on a un déplacement de l'offre et de la demande. On a l'offre qui se déplace vers la gauche, la demande qui se déplace vers la gauche. Du coup, le prix, on n'est pas sûr de ce que ça fait, mais la quantité, forcément, elle augmente. Voilà, donc après, c'est à peu près comme ça pour chaque choc. Il y a 9 combinaisons différentes, donc faut les faire. Si vous avez des doutes pendant l'examen, vous pouvez ou alors regarder sur vos fiches ou alors les refaire. En général, ça va assez vite sur ce genre de questions. Ensuite, l'économie du bien-être, c'est tout simplement qu'est-ce que c'est le surplus consommateur, qu'est-ce que c'est le surplus producteur. Donc le surplus consommateur, c'est la phrase de Monsieur Lopez, en dessous de la demande, à hauteur du prix d'équilibre, au-dessus du prix d'équilibre, pardon, à hauteur de la quantité échangée. Et le surplus producteur, c'est au-dessus de l'offre, en dessous du prix d'équilibre, à hauteur de la quantité échangée. Donc ça, je pense que tout le monde maîtrise jusque-là. Après, pour les calculer, c'est juste calculer l'aire du triangle. Donc ça, jusque-là, pas trop de soucis. Ensuite, pour faire le lien, je passais directement au chapitre 5. Donc, le prix plafond, on le met toujours en dessous, ce qui peut paraître un peu bizarre, mais du coup, ça veut dire on le met en dessous du prix d'équilibre toujours. Et pour baisser le prix au maximum, en fait, l'État fait ça. Et oui, en général, ça peut donner lieu à une pénurie parce qu'on voit que la quantité demandée, du coup, sera pas la même que la quantité offerte. La quantité demandée sera du coup plus élevée. Ce qui sera effectivement le contraire, ce sera le prix plancher. Le prix plancher sera donc placé au-dessus. La quantité échangée la quantité demandée sera plus faible que la quantité offerte. Donc là, ça peut donner lieu à un marché noir. On avait l'exemple des loyers des deux côtés en fait. Voilà, on a ça, on a ces échanges, ces différences de quantité offerte et demandée qui peuvent poser problème et qui du coup créent une perte sèche, donc moins de bien-être. Ensuite, du coup, maintenant on a les taxes qui vont aussi avoir un gros impact sur le bien-être. Donc pour faire la taxe producteur, la courbe d'offre va se déplacer vers la gauche ou vers le haut, comme vous préférez. Et pour la mettre dans l'équation, il faut tout simplement il faut mettre moins T dans l'équation, comme vous voyez ici. Ensuite, pour la taxe sur les consommateurs, on ajoute plus T dans la courbe de demande. Et là, on voit que la demande se déplace vers le bas ou vers la gauche. Donc, pareil que sur les producteurs, on a une perte sèche, on a des recettes de l'État.
et on a des nouveaux surplus consommateurs et producteurs. Après, si vous voulez plus regarder les graphes en détail, vous pouvez le faire après. Mais normalement, ça, c'est des choses, c'est des choses qui sont d'il y a longtemps et normalement, c'est assez acquis. Mais vous pouvez toujours me reposer une question à la fin de la présentation. Si vous avez des questions là-dessus, on peut toujours revenir dessus. Mais je ne vais pas rester trop longtemps non plus. Ensuite, la subvention accordée aux producteurs, donc c'est l'inverse. Il faut ajouter S dans l'équation de l'offre. Et on voit que la courbe d'offre se déplace vers la droite ou vers le bas. Et ensuite, la subvention accordée aux consommateurs, on enlève la subvention dans l'équation de la demande. Et là, pareil, la nouvelle demande se déplace vers le haut ou vers la droite, comme vous préférez le dire. Ensuite, l'élasticité, on va la voir juste après, mais l'élasticité et l'impact sur le bien-être, il y a un lien. On sait que si l'EPA impose une taxe, donc l'agent économique, c'est soit les consommateurs, soit les producteurs. Donc celui qui aura la plus faible élasticité prix, c'est celui qui sera le plus impacté par la taxe. Et pareil pour la subvention, celui qui aura l'élasticité prix la plus faible aura le plus de bénéfices de la subvention proportionnellement à l'autre. Donc voilà, ça c'est un peu compliqué à comprendre, mais en gros, faut apprendre ces phrases et essayer de les revoir dans sa tête. C'est vraiment celui qui a une élasticité faible, étant donné que la demande va pas beaucoup, la quantité va pas beaucoup bouger en fonction si le prix change. Du coup, il va être beaucoup impacté si le prix change beaucoup à cause d'une taxe ou à cause d'une subvention. Ensuite, l'élasticité. Donc ça, c'est un chapitre assez compliqué de la micro. C'est pour ça que je vais peut-être rester un peu plus dessus. Donc la définition de l'élasticité, là, l'élasticité de la demande, c'est de combien varie la quantité demandée en pourcent si le prix varie de 1%. Moi, ce qui m'aide beaucoup quand je fais les exercices sur l'élasticité, si on me dit juste, voilà, on sait que l'élasticité est de temps et que la quantité est de temps, vous pouvez réécrire la phrase, juste vous dire, voilà, là, on se demande de combien varie la quantité demandée en pourcent si le prix varie de 1%. Donc, pour vous aider, vous allez avoir besoin de mettre en pourcentage forcément la variation du prix. Si on vous dit ça passe de 10 à 15, bah, vous mettez en pourcentage la variation. Et là, vous pourrez essayer de trouver en fonction. Ou alors, si vous avez les équations d'offre et demande, vous utilisez la formule qui est la formule ci-dessus. Donc, celle qu'on utilise souvent, du coup, c'est epsilon est égal à delta Q sur delta P fois P sur Q. Et elle est toujours inférieure à 0. Et voilà, ça, vous le savez sûrement, mais du coup, toujours inférieure à 0. Et on utilise souvent les valeurs absolues pour les comparer avec l'élasticité de l'offre. Et aussi, delta Q sur delta P, c'est 1 sur la pente de la demande, particulièrement donc 1 sur la pente de la demande, c'est quand P est écrit en fonction de Q dans les équations. Donc, epsilon aussi est appelé l'élasticité prix propre, c'est celle qu'on voit le plus souvent. Ensuite, on a aussi l'élasticité revenu, élasticité prix croisé. Donc là, vous avez les équations. Donc, à la place, dans l'élasticité revenu à gauche, à la place de mettre le prix du bien, on met le revenu du consommateur. Et ça va nous indiquer si mu est compris entre 0 et 1, que c'est un bien de première nécessité. Si mu est égal à 1, la demande est unitaire. Oui, unitaire. Et voilà, ça, on n'a pas trop d'informations. Mais voilà, si c'est entre 0 et 1, c'est un bien de première nécessité. Et pareil pour l'élasticité prix croisé. Donc ça c'est entre deux biens Y et X. On compare la quantité du bien Y, la quantité bien X par rapport au prix du bien Y. Et cette relation va pouvoir indiquer si les biens sont complémentaires, substituables ou s'il n'y a pas de relation entre eux. Bon, après, il ne faut pas comparer deux biens complètement différents, mais ça va vous permettre de dire, si jamais on vous fait comparer du melon et du jambon, si ils sont complémentaires ou substituables. Voilà, tout simplement. Et on utilise les mêmes formules. Ça, il faut juste les appliquer avec le prix et la quantité. Il ne faut juste pas se tromper dans quel prix et quelle quantité de quel produit. Ensuite, finalement, pour l'élasticité de l'offre, donc pareil, la même définition, c'est de combien varie la quantité offerte en pourcent si le prix varie de 1%. Donc là, on a la même formule, sauf que ça va être la pente de l'offre au lieu de la pente de la demande.
Donc voilà, pareil, eta est égal à delta Q sur delta P fois P sur Q. Et là, pardon, j'ai fait une petite erreur, mais c'est toujours supérieur à 0. Vous n'aurez jamais une élasticité de l'offre inférieure à 0. Donc voilà, donc les valeurs, on voit que si là, on a pour l'élasticité de la demande et pour l'élasticité de l'offre, si c'est inélastique, unitaire ou élastique, pareil, inélastique, unitaire ou élastique. Voilà, ça peut être des petites questions à la fin de l'examen, je pense. Ce ne sera pas sur beaucoup de points, mais ça vous aide à savoir. Par exemple, pour l'ajout des taxes, qui va être le plus impacté, par exemple, avec une taxe. Voilà. Ensuite, l'élasticité du milieu, ça a été assez repris dans les derniers chapitres et c'est pas toujours le plus facile. Donc, en gros, le milieu, il y aura toujours une élasticité de la demande est égale à 1. On ne fait pas ça avec l'offre parce qu'on ne peut pas calculer pareil comme ici à gauche. Avec l'offre, elle aura sa pente, ça changera. Le milieu n'aura pas grand-chose à voir avec l'élasticité. Du coup, on reste vraiment sur l'élasticité de la demande. Et du coup, on sait aussi que la pente du rayon entre le milieu et l'origine, ce sera 1. C'est pour ça qu'on a une élasticité d'environ 1. Et on sait aussi que du coup, l'élasticité est supérieure à 1. On le voit parce qu'en fait, au-dessus, parce que la quantité va moins bouger en fonction si le prix augmente et l'élasticité est inférieure à 1 si le prix va moins bouger en fonction de Q. Donc ça, c'est vraiment à savoir, l'élasticité au milieu est à 1, au-dessus, elle est supérieure à 1 et en dessous, elle est inférieure à 1. Voilà, les cas extrêmes aussi, peuvent nous poser des questions là-dessus. Donc, il faut vraiment savoir que epsilon est égal à 0. Donc, la demande est parfaitement inélastique. C'est une droite verticale. Et la demande est parfaitement inélastique. C'est une droite horizontale. Pareil pour l'offre. Donc, imaginez bien ça si on vous dit que la demande est parfaitement inélastique. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe sur la perte sèche? On voit que, par exemple, il n'y a pas de changement. Mais du coup, imaginez-vous bien ça. Essayez pas de faire une demande différente. Si on vous dit parfaitement inélastique, voilà, elle est vraiment verticale, parfaitement élastique, horizontale. Donc, par exemple, si une demande est parfaitement élastique, donc horizontale, le prix ne changera jamais, en fait, même s'il y a un changement, un déplacement de l'offre, par exemple. Ensuite, production et les coûts. Donc, on a de base profit économique et profit comptable. Donc, le profit comptable, on l'a vu en compta, c'est les recettes, c'est le profit en plus. Mais profit économique, il n'inclut pas les coûts implicites, c'est-à-dire en général le revenu idéal du propriétaire qu'il aurait eu sur le marché s'il n'avait pas fondé sa boîte ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pour ça qu'un profit économique nul, c'est très très bien parce que tous les coûts implicites sont couverts, sont inclus. C'est souvent le cas en concurrence parfaite d'avoir un profit économique nul et en concurrence monopolistique. Et ça, c'est dû au fait qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée du marché. Du coup, tant qu'on voit que les entreprises font du profit, d'autres entreprises ont essayé de rentrer avec la même formule pour faire aussi un profit. Ensuite, alors la production et les coûts, toujours les coûts fixes et les coûts variables. Donc, les coûts fixes, bien sûr, ne changent pas. Donc, c'est une droite horizontale sur le graphique. Et les coûts variables, donc, dépendent de la quantité produite. En coût, on a le L, qui est le nombre de travailleurs, qui veut dire labor en anglais, vous savez sûrement. Et ça, c'est modifiable à court terme. Et on a K, qui est la quantité de capitaux, et T, la surface de terre, qui sont modifiables à long terme. On a aussi la loi des rendements de la productivité, qui sont toujours croissants puis décroissants, contrairement aux coûts qui sont décroissants puis croissants. Et la productivité marginale, aussi appelée PMG, c'est la dérivée c'est plus ou moins égal à la dérivée de Q par rapport au nombre de travailleurs, mais on verra ça dans le dernier chapitre. C'est plus ou moins tout le dernier chapitre, donc on le verra après, mais à la marge, c'est égal à ça. Ensuite, on a le coût total moyen,
qui est le coût total d'un produit, le coût total utilisé d'un produit, donc qui inclut les coûts fixes et les coûts variables. On a le coût variable moyen qui ne dépend du coup, c'est tout simplement les coûts variables généraux divisés par la quantité produite, et le coût fixe moyen, les coûts variables, les coûts fixes divisés par la quantité produite. Ça devrait aller en général. Ensuite, on a le coût marginal, ce qui est un peu plus compliqué. Donc, le coût marginal, c'est la variation des coûts totaux si on, par quantité. Donc, si on produit une unité en plus, de combien va varier notre coût total. Donc ça va être le coût marginal. Et à la marge, on peut le calculer en tant que la dérivée du coût total par rapport à Q. Et étant donné que cette dérivée, quand on dérive, on n'aura pas les valeurs fixes, on n'aura pas les coûts fixes, c'est plus ou moins égal du coup à la dérivée des coûts variables par rapport à la quantité. C'est pour ça, par exemple, quand on vous demande dans une question, est-ce que si les coûts fixes augmentent, le coût marginal va augmenter ou va diminuer? Non, parce que les coûts fixes n'ont du coup aucun impact sur les coûts marginaux, ce sera que les coûts variables qui vont les modifier. Voilà, dans le petit graphe aussi, on voit que en fait, les coûts marginaux, on les représente de plus en plus avec une droite parce qu'il n'y a que la partie qui augmente qui nous intéresse, mais ils coupent les coûts totaux unitaires et les coûts variables unitaires à leur milieu. Bon, c'est représenté plus ou moins bien. Et voilà, c'est juste pour illustrer. Donc, l'objectif du producteur, c'est maximiser les profits, et les conditions de la maximisation des profits, c'est RMG est égal à HCMG. Je ne vais pas vous le reprouver, vous pouvez reprendre le cours, mais je pense ce qui est important de savoir, c'est vraiment RMG est égal à CMG. Et effectivement, en concurrence parfaite, P est égal à RMG. Et du coup, pour optimiser les profits, on fait P est égal à CMG. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est pas aussi facile en concurrence imparfaite ou en concurrence monopolistique. Donc, ça, c'est vraiment juste pour la concurrence parfaite. Ensuite, les hypothèses de la concurrence parfaite, c'est l'atomicité de l'offre et de la demande, homogénéité du produit, aucune barrière à l'entrée ou à la sortie du marché, transparence du marché. C'est pour ça que l'entreprise en concurrence parfaite est price taker. Donc, l'atomicité de l'offre et de la demande, ça, elle existe en concurrence parfaite, elle existe en concurrence monopolistique, par exemple. Mais en concurrence monopolistique, ce qui va se différencier, c'est l'homogénéité du produit, mais on y reviendra plus tard. Donc, on sait qu'en concurrence parfaite, on est price taker. C'est pour ça que la demande perçue, en fait, ça va être juste le prix qu'on doit avoir. C'est aussi pour ça que RM est égal à RMG est égal à P. En fait, à chaque fois qu'on produit une unité en plus, on va la vendre au même prix parce que c'est le prix du marché. Et comme on n'a aucune influence sur ce prix, l'entreprise va percevoir cette prix comme la demande. Et du coup, c'est pour ça qu'elle égalisera CMG avec P pour trouver le profit maximal. Ensuite, voilà, donc pour la maximisation en concurrence parfaite, donc CMG est égal à P ou RMG ou RM, c'est la demande perçue. Et normalement aussi, la courbe CMG est censée couper la courbe CM à son minimum. Et là, on va pouvoir avoir les revenus en fait en concurrence parfaite pour les trouver. Donc, là où s'arrêtent les coûts, on va pouvoir avoir le profit. Cependant, ce profit, comme on l'a vu, c'est impossible à long terme parce qu'il n'y a pas d'absence, il n'y a pas de barrière à l'entrée ou à la sortie du marché. Donc, tant que les gens pensent qu'ils peuvent faire de l'argent sur ce marché, de nouveaux acteurs vont rentrer sur ce marché et à la fin, on aura un équilibre avec tout le monde avec un profit nul. Bon, c'est la concurrence parfaite, c'est très, très idéal, mais dans la théorie, c'est comme ça. Donc, un profit économique nul, c'est toujours très bien parce que tous les coûts sont couverts. Ensuite, après, on a les histoires de seuil de fermeture, seuil de sortie. Donc, seuil de fermeture, c'est vraiment à court terme parce qu'à court terme, on peut produire tant qu'on peut gérer les coûts variables. Donc, le seuil de fermeture, ce sera si P est inférieur à CMV ou CVU. Parce que, par exemple, le loyer, on peut le payer 1 ou 2 mois après. Donc, le court terme, c'est vraiment 2-3 mois. Et on peut produire du coup à court terme si le revenu total est inférieur au coût variable. Mais au long terme, il faut que tous les coûts soient pris en charge, les coûts variables et les coûts fixes.
Donc, il y a un seuil de sortie qui s'appelle, du coup, à long terme, qui est de P inférieur à CM ou CTU. Et on peut produire à long terme si le revenu total est supérieur ou égal au coût total. Je vais juste modifier ça après pour vous envoyer le PowerPoint. Voilà, si le revenu est inférieur ou égal au coût total, on peut produire à long terme. Et à court terme, c'est si le revenu total est supérieur ou égal au coût variable. Ensuite, en concurrence parfaite, donc par rapport au monopole, en concurrence parfaite, on avait la demande qui est égale à P étoile, alors que le monopoleur, lui, étant donné qu'il est price maker, il ne va pas utiliser le prix du marché, il va plus ou moins fixer lui-même le prix du marché. Donc, ça va vraiment, ça va être, c'est lui qui va décider et il va percevoir sa demande et c'est ça qui va l'aider à gérer ses coûts. Et du coup, pour savoir comment il va maximiser son profit, on va utiliser pareil, RMG est égal à CMG, mais RMG, on va l'avoir avec 2XQ plus Y. Donc en fait, c'est la courbe bleue qui est plus ou moins s'arrête à la moitié en bas de la demande. Et la fonction de demande, du coup, c'est RM est égal à XQ plus Y. Donc voilà, il faut retenir cette formule, ça vous aidera toujours à trouver le profit marginal. Il faudra l'égaliser au CMG. Et le RMG, du coup, on le trouve avec la fonction de demande qui sera sûrement donnée dans l'énoncé. Ensuite, du coup, pour maximiser le profit, il faut faire RMG égal à CMG. Et là, du coup, on aura une maximisation du profit. Et on aura même un profit économique à long terme qui sera supérieur à 0 parce que on va prendre la quantité pour RMG est égal à CMG et on va la mettre dans la courbe de demande pour avoir le prix, ce qui fait qu'il y aura toujours un profit et ce sera toujours mis au-dessus de la courbe RMG est égal à CMG. Donc voilà, mais le problème c'est que on va créer du coup une perte sèche, ce qui fait qu'il y aura moins de bien-être qu'en concurrence parfaite, mais il faut toujours prendre en compte les externalités. Donc oui, certes, il y aura plus de bien-être avec la concurrence parfaite, mais il y a tellement de choses différentes qui viennent en jeu qu'il y aura une perte sèche dans un monopole, mais il faut prendre en compte d'autres externalités. Je ne vais pas aller plus dans les détails, c'est pas important, mais voilà, il faut savoir, en monopole, il y aura toujours une perte sèche quand on calculera les surplus. La concurrence imparfaite. Donc, dans la concurrence imparfaite, on a la concurrence monopolistique et on a aussi l'oligopole. Donc, je vais commencer avec la concurrence monopolistique. Donc, par rapport à la concurrence parfaite et au monopole, on est un peu entre les deux, en fait. Donc, ce qui fait que l'élasticité de la concurrence parfaite va être inférieure à l'élasticité de la concurrence monopolistique, qui va être inférieure à l'élasticité du monopole. Voilà, vous pouvez voir sur le graphe qu'en fait, on est un peu un mélange des deux. Plus une entreprise se différencie, en fait, plus elle se rapprochera du monopole, donc moins la demande sera plate. Et inverse, moins elle se différencie, plus elle se rapproche de la concurrence parfaite, parce que on revient à l'homogénéité du produit en concurrence parfaite qui n'a pas lieu en concurrence imparfaite. Donc, pour calculer en concurrence monopolistique le CMG, on a aussi ce qui s'appelle le markup symbolisé avec un mu. Et en fait, ce markup est aussi lié à l'élasticité. Donc, cette formule, on ne l'a pas démontrée en classe, mais il faut l'apprendre, qui était mu est égal à moins 1 sur 1 plus epsilon. Donc, epsilon toujours l'élasticité. Et en fait, si le markup est élevé, epsilon sera faible, la demande sera presque verticale, et si epsilon est élevé, la demande sera presque plate. Du coup, le markup sera faible. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que si le markup est élevé, la firme a bien réussi à se différencier. Elle se rapprochera donc du monopole, comme on a vu sur les courbes juste avant. Du coup, elle sera plus verticale. Et si elle a moins réussi à se différencier, elle se rapprochera plus de la concurrence parfaite. Donc, ça va aussi faire jouer l'élasticité. Ensuite, l'oligopole. Alors, l'oligopole, on l'a vu un petit peu différemment des autres, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'oligopole, c'est un marché où les ventes sont dominées par quelques entreprises. Il nous donne toujours en cours l'exemple de la Migros et la Coop en Suisse.
Donc, le marché, il est dit concentré et les produits qu'on prend en compte, c'est toujours des produits similaires. Ensuite, l'équilibre de Nash, c'est quoi? C'est une situation où les joueurs déterminent leur meilleure stratégie compte tenu de la stratégie de l'autre joueur. C'est un profil d'action où aucun joueur ne va avoir tendance à dévier. C'est-à-dire que si deux joueurs se mettent d'accord sur une stratégie, c'est pour les deux, ce sera la meilleure stratégie compte tenu de la stratégie de l'autre, et du coup, les deux vont vouloir garder cette stratégie. Cependant, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Des fois, le profit est meilleur pour chacun des deux s'ils prennent une autre stratégie, mais les deux auront tendance à dévier pour leur gain personnel. Après, on a les stratégies dominantes ou dominées. La stratégie dominante, c'est la stratégie choisie par un joueur, peu importe la stratégie de l'autre joueur. Donc, par exemple, si on a un joueur A qui a deux stratégies, un joueur B qui a deux stratégies, et que A choisit la stratégie 1 pour la stratégie 1 ou 2 du joueur B, ce sera une stratégie dominante. Et la stratégie 2, de coup, sera dominée parce qu'elle ne sera jamais choisie par le joueur A qui aura toujours plus de profit en choisissant l'autre stratégie. J'espère que c'était clair. C'est pas très très facile à expliquer cet équilibre de Nash. Donc, on va passer au dernier chapitre qui est du coup la demande de travail. Donc, on a PMLG, c'est la productivité marginale du travail, soit la dérivée de la demande du travail par rapport aux travailleurs, donc par rapport à L. Donc, et on sait aussi que P fois PMLG, c'est égal à V PMLG, ce qui est la valeur en fait de la productivité marginale du travail et qui est égal à la RMLD, qui est en fait combien chaque employé rapporte en plus. Donc tout ça, ça plus ou moins dire si j'embauche un employé en plus, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que il va me faire rapporter plus? Et du coup, pour optimiser ça, on fait VPMLG, donc la valeur de la productivité marginale du travail est égale à W, qui est le prix du travail. En général, dans un exercice, on aura le prix à l'heure, je pense, ou au mois, et il faudra juste égaliser les deux, mais W sera donné, ou alors il faudra trouver W. Mais d'après ce que j'ai compris des quiz, je suis vraiment pas sûre à 100% sur ce chapitre. C'est ce qu'on aura à faire, c'est ce qui est le plus important à retenir. Voilà, donc j'ai fini ma présentation. Est-ce que vous avez des questions, soit sur la présentation, soit sur des exercices? Je sais, j'ai fait deux, trois petites erreurs, donc avant de vous l'envoyer, je vais recorriger tout ça, notamment sur l'élasticité, sur les inférieurs et supérieurs. Mais voilà, est-ce que vous avez des questions? Je sais que normalement, il nous reste un peu de temps. Oui, Laurie, je peux mettre ton micro, je pense. Ouais, Ouais. salut. Déjà, merci pour top. Et j'avais juste une question concernant le markup. On a vu Oui. qu'il y avait un markup en concurrence monopolistique, il me semble. Mhm. Et on est d'accord, enfin, je voulais juste être sûr qu'il y avait également un markup en monopole, enfin, la différence entre. Euh, En fait, en monopole, on va pas l'utiliser le markup, mais pour moi, d'après ce que j'ai compris aussi, le markup en monopole, il va être tellement élevé que, en fait, on va l'avoir, ça va être tout ça, Mhm. ça va être la totalité. Donc, effectivement, plus le markup est élevé, on se rapproche du monopole. Donc, on n'utilise pas en monopole le markup parce que c'est compliqué, mais je crois qu'effectivement, on a le markup en monopole. Mais Ok, c'est le même principe, mais on l'utilise pas. top, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les exercices LMS peut-être? Je prendrai peut-être un peu de temps à répondre du coup, mais vous pouvez toujours envoyer dans le chat au pire. Bah, si vous n'avez pas de questions, bah, je vais rester en ligne encore 5 minutes si vous avez des questions. Et sinon, vous pouvez m'envoyer au pire un message sur Teams, il n'y a aucun souci. Et bonne chance pour vos examens surtout.
Mais ouais, je ferai ça, Julia, parfait. Du coup, ouais, je vais quitter la session. Donc, si vous avez des questions, allez-y encore, mais je pense pas du coup. Désolé, j'avais juste une question, si possible. Oui, bien sûr. Parce que j'avais envoyé une photo là sur le groupe. Et puis j'avais juste une question sur un exercice sur le monopole, Oui. où on me donne en fait la fonction de coût total, et on me donne aussi une demande de monopoleur. Oui. Puis en fait, je savais juste pas très bien comment trouver en fait la perte sèche. Alors, c'est la question qui est sur le chat ou pas? Ouais, c'est la question qui est sur le chat en photo. Désolé, j'ai pas réussi à bien tout. C'est la deuxième? Ouais. Considérez un monopolaire qui veut faciliter la maximiser la fonction. Ok. Puis en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dérivé en fait CT. Oui, pour trouver CMG. Exactement. Et en fait, vu qu'on a la demande, je me suis dit que, en fait, vu qu'on est en monopole. Alors, je vais essayer de la refaire, mais en gros, en monopole, ce qui va être. Je sais plus où c'est. En monopole, ouais, on va voir ça. Et on a la demande, ce qui fait que une fois que tu as fait CMG est égal à RMG, donc RMG, tu peux le trouver en fait en Parce que prenant c'est ta une fois demande. la demande, non? Oui, alors RMG, là, en fait, tu peux utiliser ça Ouais. et mettre voilà, 2xq plus y. Et là, du coup, tu peux trouver l'intersection, ce qui Ok. fait que tu auras ta quantité demandée. Ok. Puis après, tu peux aller jusqu'à, tu peux remplacer cette quantité demandée dans la demande Pour trouver le prix. pour trouver le prix. Et tu peux Ok. aussi trouver le prix aussi pour RMG. Pour calculer la perte sèche, en fait, tu calcules les deux là et tu remplaces, tu t'égalises CMG avec la demande pour trouver la quantité ici pour pouvoir faire ton triangle et calculer Ok. la perte sèche. Je sais pas si c'est très clair. Ouais, non, j'ai compris. En fait, moi, je me suis bloqué au bout d'un moment. Ok, Mais top. c'est super. Merci beaucoup. Avec plaisir.